J'ai eu une espèce d'énorme prise de conscience quand j'ai compris ce que c'était que l'effet papillon, quand j'ai compris que c'était plus qu'une chanson de Benabar. Comment vas-tu Yannis, ça va? Tranquille et toi? Ça va, ça va. C'est comme si on s'était pas encore dit bonjour. Tu vas bien? Tout se passe bien dans ta vie actuellement? Ça va, super, super. Je suis un peu en vacances, donc ça va. La vie d'artiste. La vie d'artiste, hein, on profite, on s'adapte. Alors aujourd'hui c'est un peu particulier. On n'est ni sur le campus, ni dans un lieu ouvert. On est où? On est à Montgomery. Et tu te demandes on est où, mais c'est toi qui as choisi. Pourquoi ce lieu? Pourquoi cet endroit? Qu'est-ce qui t'évoque? À Montgomery, ben, c'est un endroit spécial, c'est symbolique déjà. On est à l'endroit exact dans le couloir où Stromae a lâché un de ses premiers freestyles, et donc c'est quand même un endroit légendaire. Et non, en plus d'être la zone d'autres gens comme Stromae ou peu importe, c'est la zone, ça a marqué un tournant important de ma vie, et comme c'est une vidéo un peu sur moi et sur ma vie, c'est chouette de faire ça là. Un tournant de ma vie parce que j'ai vécu à Uccle, puis j'ai vécu à Woluwe. Quand j'ai vécu à Woluwe, j'ai déménagé ici, genre près de Montgomery, et j'ai été à l'école juste à côté. Ok. Et donc tous les jours, je passais dans cette station, minimum 2 fois par jour. C'était mon quotidien pendant très longtemps, et encore maintenant aujourd'hui. Tu as été à l'école à Uccle. Tu as Ouais. été à l'école ici aussi à Woluwe, à Montgomery, pas loin d'ici, à 200 mètres, quelque chose comme ça. Ouais. Et pourtant, tu n'es pas né ici en Belgique. Tu Non. es algérien d'origine. Tu es né en Algérie, à Yes. Alger si je ne me trompe pas. Ouais. Et puis, très tôt, tu déménages. Vers quel âge et comment ça se passe? Comment ça se déroule? Bon, en fait, j'avais genre 3 ans, et en fait, j'en avais marre. Non, je rigole, c'est pas du tout ma décision. C'est mes parents Ok. qui décident de déménager, surtout ma mère. Mhm. Et donc, comment ça s'est passé? Bon, moi j'étais très jeune, donc je me souviens pas. C'est des histoires que je connais à travers mes parents Ok. de cette période-là. Et donc, je sais que c'était une période pas spécialement facile, dans le sens où, enfin, surtout pour mes parents, dans le sens où on était souvent à Alger, et ma mère faisait des allers-retours. Ok. Donc, ma mère faisait des allers-retours. Bruxelles-Alger. Bruxelles, Alger, ouais, elle passait Ok. du temps en Belgique et tout. Et nous, on était encore à Alger. Et puis petit à petit, les choses se sont faites. Et voilà, elle a tout fait. C'était son but. Elle a tout fait pour qu'on puisse venir en Belgique. Elle voulait que ses enfants puissent avoir accès à tout ce à quoi on a accès quand on vient en Belgique. Ok. Et du coup, voilà, j'avais 3 ans. C'est intéressant ce que tu dis, parce que tu dis ma mère a tout fait pour qu'on ait accès à tout ici en Belgique. Ouais, ouais, Et comment tu perçois ce sens de sacrifice? Parce que quelque part, toi, tu es encore très jeune, ouais. mais pour tes parents, c'est totalement différent. Ils quittent leur habitat, ils quittent leur famille, ils viennent, ils découvrent la vie ici. Est-ce qu'aujourd'hui, tu ne te sens pas... Enfin, je me dis comme tout enfant issu de l'immigration, en mission pour eux, en mission pour... Ouais, parce qu'il y a un gros sacrifice qui a été fait en amont. c'est sûr, mais je pense que c'est même pas juste pour les enfants issus de l'immigration ou quoi. Je pense que c'est tout le monde. Et en fait, on a souvent ce rapport à la daronne, enfin aux parents en mode ils ont fait beaucoup de sacrifices, on se bat pour eux. Et c'est quelque chose même dans la culture populaire qu'on entend toujours, tu vois, genre les rappeurs ou les sportifs qui disent moi mon but c'est mettre la daronne à l'abri, acheter une villa pour mes parents et les mettre bien. C'est quelque chose comment dire, de répétitif, c'est quelque chose qui revient souvent, et en vrai c'est même plus que ça. En fait, moi j'ai toujours été fasciné par les gens qui sont prêts à sacrifier toute leur vie Ok. pour quelque chose ou bien pour quelqu'un, tu vois. Il y en a qui font ça pour leur passion, il y en a qui font ça... Il y a des moines qui s'enferment dans des maisons, tu vois, juste qui vont consacrer leur vie à Dieu, tu vois, je respecte et je trouve ça fort. Les gens qui consacrent leur vie à une passion, je trouve ça extrêmement fort. Les gens qui consacrent leur vie à des êtres humains, par exemple à leurs enfants ou quoi, qui sont sans cesse dans le sacrifice, là, je trouve ça très, très, très noble, tu vois. Ils vivent même plus pour eux à un moment donné. Ils sont arrivés à un moment donné où ils vivent juste tout ce qu'ils font, toutes leurs pensées, c'est pour quelqu'un d'autre. Et ça, je trouve ça force le respect, tu vois. Et donc, toi, tu peux pas te permettre de glander, de rien faire, tu vois. Je pense que ça donne de la force à beaucoup de gens. Moi, ça me donne aussi de la force parce que je sais que ma mère a fait beaucoup de sacrifices aussi pour ses enfants. Donc, voilà. C'est une source de motivation, toujours. Ok. Alors, du coup, tu es né à Alger, tu es arrivé Ouais. ici à Bruxelles, Uccle, Woluwe.
Et aujourd'hui, tu as 21 ans. Tu es étudiant en troisième bachelor à la Solvay Brussels School. Qu'est-ce qui a forgé le Yanis d'aujourd'hui? Le Yanis que j'ai face à moi. Par quoi il est passé? Comment il se retrouve là où il est aujourd'hui? Par plein de choses. Moi, plein de choses. En fait, le Yanis d'aujourd'hui, c'est l'accumulation de tout ce que les Yanis d'avant ils ont vécu, ils ont fait comme bonnes choses et comme bêtises, et tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont entendu, tu vois. Ok. J'ai eu une espèce d'énorme prise de conscience quand j'ai compris ce que c'était que l'effet papillon. Quand j'ai compris que c'était plus qu'une chanson de Benabar. Quand j'ai compris, le premier qui a théorisé ça, c'était Lorenz, il y a genre 50 ans. Il a parlé de la théorie du chaos. Okay. Et il s'est posé une question. Juste une question, il n'a rien affirmé ou quoi. Il s'est dit, est-ce que un battement d'aile d'un papillon au Brésil, ça peut provoquer une tornade au Texas? Petit à petit, parce que son raisonnement, je sais pas c'était quoi, c'était peut-être genre des molécules d'air qui vont pousser d'autres molécules d'air petit à petit, et donc l'effet boule de neige qui va faire qu'un petit changement microscopique quelque part va avoir des conséquences macroscopiques. Je sais pas pour le papillon, mais je sais que dans la vie de tous les jours, ça arrive tout le temps. Tu vois, des rencontres, on fait tout le temps, parfois des paroles qui sont dites en l'air peuvent ne pas tomber dans l'oreille d'un sourd et avoir de grandes conséquences. Des hasards, un retard, tu arrives en retard quelque part, tu croises quelqu'un alors que tu n'aurais pas dû le croiser si tu étais arrivé à l'heure, et c'est une rencontre qui finalement va changer ta vie. Moi j'ai eu ça, donc le premier on en a parlé, c'est ce qui a complètement changé ma vie, c'est que j'ai fait ma vie sur un autre continent déjà que celui sur lequel je suis né. Donc ça, on peut dire que on a tous un peu une trajectoire dans notre vie. Ma trajectoire, elle a pris un virage à 90 degrés, à 90 degrés à ce moment-là. Et à ce niveau, justement, est-ce que tu es arrivé très petit, donc est-ce que tu as ressenti ces différences ou tu t'es toujours senti comme à la maison ici? Très vite, je me suis senti comme à la maison. Okay. Ah ouais, non, ça c'est... Je sais pas si c'est un karma après, entre guillemets, les efforts des parents et tout pour venir ou quoi. Mais on est tombé sur beaucoup de bonnes personnes, tu vois. Okay. Donc moi, j'ai toujours eu l'impression, tu vois, d'ailleurs j'ai regardé d'autres émissions, d'autres épisodes de Humain, d'autres interviews, et je vois des parcours de gens, et je rencontre des gens aussi qui ont des parcours complètement fous. Moi, je suis là, mon parcours, il n'a pas été semé d'embûches, il a été semé de fleurs, tu vois. Genre, j'ai l'impression que tout s'est bien passé dans ma vie, tout m'a toujours souri. Est-ce que j'ai vraiment un chemin où tout a bien été dans ma vie, ou bien est-ce que au contraire c'est juste moi qui vois le positif dans chaque chose? Je pense... Dans tous les cas, les deux sont bien. Dans tous les cas, les deux sont bien. Je pense que c'est important, peu importe ce qui t'arrive, de voir le positif. Parce que par exemple, on a parlé de mon déménagement à Montgomery. Je vivais dans une autre commune de Bruxelles, je vivais à Uccle avant. Et j'avais, je sais pas quel âge j'avais, j'étais en deuxième primaire, ouais, j'étais très jeune. Okay. Et donc voilà, j'ai quasiment pas de souvenirs de l'Algérie. Les seuls souvenirs que j'avais, c'était les copains de classe que j'avais en maternelle et en primaire ici, tu vois. Et on m'annonce un déménagement pour je sais pas quelle raison. En plus, je suis jeune, tu vois, donc je suis même pas en âge de comprendre, tu vois. Et on déménage complètement autre part. Je faisais du foot à l'époque, j'allais à l'école, donc j'avais des copains dans toutes ces différentes activités. Je faisais de la musique, enfin tu vois, j'avais plein de ports d'attache à Uccle. Et on m'annonce qu'on va partir, tu vois. Et c'est dans un monde que je connaissais pas, tu vois. Et donc ça m'a bouleversé, tu vois. J'étais pas prêt du tout. Et donc voilà, c'est pas un aléa de la vie, tu vois. J'ai pas souffert de quelque chose de très grave. C'était pas une maladie, c'est pas la famine, c'est pas, tu vois, genre tout allait bien dans ma vie, mais pour moi c'était un choc à cet âge-là, tu vois. Et j'en ai pleuré, mais après je me suis rendu compte plus tard que c'est une bénédiction, parce que les gens les plus importants que j'ai dans ma vie maintenant, hors ma famille, c'est des gens que j'ai rencontrés après ce déménagement, tu vois. C'est des choses qui se seraient jamais passées à part ça, enfin sans ça. Chaque événement, qu'il soit positif ou négatif, même si parfois c'est très douloureux, je dis pas qu'il faut pas souffrir, qu'on n'a pas le droit de pas être mal dans certains moments, tu vois, mais il faut savoir que tous ces moments sont passagers et qu'à un moment donné, ça va t'amener quelque part. Et si tu es heureux dans le futur, c'est peut-être un bonheur qui aurait été inaccessible sans les événements du passé, aussi douloureux soient-ils, tu vois. Du coup, je dis pas qu'on doit toujours garder le sourire, mais tu peux toujours garder le sourire après coup, en te disant au final c'était un mal pour un bien, parce que c'est là où j'en suis maintenant et je suis content de là où je suis maintenant. Okay. Et maintenant, question orientée future, qu'est-ce qu'on lui souhaite à Yanis pour l'avenir?
De quoi rêve Yanis aujourd'hui? Alors, de quoi rêve Yanis? Sincèrement, Yanis, il a il a pas des ambitions. Yanis, dans le passé, était très ambitieux. Yanis, c'est dans le présent, celui à qui tu parles, je sais pas s'il est moins ambitieux, mais il a des ambitions plus mesurées, tu vois. C'est, cette émission, ce format, il me fait un peu penser à l'émission Click. Et moi, j'ai envie de dire être avec ma clique, tu vois, être heureux avec mes proches, que ce soit la famille ou bien les proches qui sont pas de ma famille, tu vois, les garçons comme toi que j'ai eu la chance de rencontrer dans mon parcours. Et ouais, c'est ça, c'est être heureux, ne rien faire, ne pas être forcé au quotidien à faire des choses que j'apprécie pas. C'est tout ce que je me souhaite pour le futur. Yanis, merci beaucoup pour cette première partie. Je peux clapper pour la fin. Humain. Humain, on a parlé tantôt, ce qui est aussi fascinant avec l'humanité, c'est de regarder les, euh, les limites de cette humanité. Qu'est-ce qu'on a considéré pendant longtemps comme être surhumain. Et il y a une époque où courir 100 mètres en moins de 10 secondes, ça paraissait surhumain, et maintenant c'est la norme si on veut être un champion. Et pareil, on a aussi parlé de la Lune, et mettre un pied sur la Lune, marcher sur la Lune, ça paraissait impossible à une période, et on l'a fait. Moi, je trouve ça intéressant de parfois juste prendre un peu de recul et regarder ce qu'on a fait par le passé qui paraissait surhumain, et juste que ça puisse nous inspirer pour le futur. Et on ne pourra jamais faire des choses surhumaines par définition, mais on peut essayer d'avoir une définition un peu plus affinée de ce que sont vraiment les limites de l'humanité, parce que parfois on les croit plus restreintes que ce qu'elles sont vraiment. Alors voilà. Toutes les vidéos inspirantes que vous avez pu voir dans votre vie, comme sur le succès, sur il faut y croire, sur il faut pas abandonner et tout, c'est vrai, mais c'est vrai. Vous pouvez tout mettre dans un sac et y croire, mais le plus important, si j'avais un conseil à laisser aux gens pour aller plus loin et pousser les limites, c'est juste travailler. C'est ça le secret.